chers compatriotes, chers frères, chers Gabonais, merci pour avoir fait le déplacement sur notre chère ville, mais aussi notre cher État. La Cameroun du Nord est un État, lors des élections présidentielles dans notre pays ici, qui joue un rôle très très important et parfois décisif par rapport bien sûr aux élections présidentielles. Donc nous sommes ici aux États-Unis dans le cadre bien sûr de ce que nous appelons la route vers le Congrès, mais aussi vers la réorganisation de notre parti. Donc ici, nous allons commencer nos travaux et pour cela, nous allons inviter M. Alan Ambamani qui va certainement vous accueillir officiellement dans le cadre, bien sûr, de l'Union du peuple gabonais des États-Unis, parce que c'est lui qui est notre host, comme on dirait en anglais. Nous avons les membres de l'UPG et nous avons également la représentation de la société civile, que nous remercions d'ailleurs pour votre implication. Donc, M. Alan. Je ne serai pas très long. On a compris comme habitude de beaucoup parler et beaucoup écrire. Nos discours sont tellement longs. Chers camarades de la Fédération UPG-USC, camarades du parti venus d'Afrique, d'Europe et du Canada, camarades pour la rupture avec le système intégré du Gabon, distingués invités, mesdames, messieurs, les membres de la société civile, chers amis du Gabon et du peuple gabonais. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous accueillir dans cette ville de Raleigh, capitale de la Caroline du Nord. Je me félicite de votre présence qui m'offre l'occasion. Comme vous le savez, cette concertation est importante pour la réorganisation de notre parti, car elle nous permettra de faire le point sur son dysfonctionnement. Je voudrais, en cette circonstance, remercier votre réaction prompte à l'invitation de la Fédération UPG-USC, témoigne de l'intérêt que vous portez à notre parti en crise depuis le décès de son président, Pierre Mamboundou. Aussi, au nom de cette fédération, et en ma qualité de secrétaire général, porte-parole de celle-ci, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans le pays de l'oncle Sam, terre de liberté et de démocratie. J'en profite pour apprécier avec intérêt votre présence aux États-Unis afin d'échanger sur ces questions qui dominent l'actualité nationale, à savoir le climat politique et social malsain au Gabon et la crise interne qui divise l'UPG en deux au lendemain de la mort subite du leader charismatique de l'opposition gabonaise, Pierre Mamboundou. Il est indéniable que les problèmes internes à notre parti connaissent un dénouement et j'en suis certain, sa résolution permettra à nouveau d'affermir notre base politique pour les échéances à venir. Rappelons aux fervents militants et militantes que la crise interne qui sévit dans les rangs de notre parti n'est que la conséquence, si vous permettez l'expression, de la lecture égoïste, si ce n'est clientéliste de certains responsables de parti. C'est pourquoi nous pensons entamer avec vous le progrès et la démocratie par des propositions que nous ferons pendant ces échanges pour éviter à l'avenir les comportements que vous observez chez certains et qui sont à l'origine de malaise profond dans nos partis politiques, dans nos partis et groupements politiques. Vous conviendrez que le décès, le 15 octobre 2011 à Libreville, du leader de l'UPG, Pierre Mamboundou, a permis de faire tomber les masques, mais aussi interpelle les acteurs politiques que vous êtes pour une approche différente de la gestion de ce grand parti dont nous exigeons sans délai la tenue de son congrès extraordinaire afin de désigner son nouveau président. C'est convenir que notre parti n'a pas échappé à la corruption
de certains de ses responsables par le régime moribond de Bongo. Sachez que l'UPG n'est qu'un maillon de cette chaîne qui s'est défaite au lendemain de la disparition tragique de son président fondateur dans les conditions encore non élucidées. Je peux vous assurer que d'autres formations politiques suivront ce cycle infernal de scission si nous refusons d'épouser les bonnes habitudes du pays dont vous avez l'honneur et le privilège de visiter aujourd'hui. Souvenons-nous qu'avant notre parti, il y a eu les soubresauts observés dans les rangs du Parti gabonais du progrès, puis en 2011, ceux du parti dictatorial gabonais PDG, de l'ancien tyran et dictateur Omar Bongo Ondimba. Comme vous le savez depuis belle lurette, le PDG tient encore la route, si ce n'est grâce à votre argent, pour ne pas dire l'argent volé aux contribuables. Ce constat qui relève du refus de la démocratie et du progrès dans notre pays impose que chaque militant et militante dénonce avec la dernière énergie les comportements irresponsables que vous observez chez les ex-collaborateurs du défunt président Mamboundou, qui sont un frein au progrès, à la démocratie et une aberration de la part de ceux qui l'entretiennent au profit de leur bouche et de leurs intestins. Comme vous les voyez, ces infidèles du parti, pour la plupart de connivence avec le régime criminel intégré du Gabon, ont attendu la mort du président pour nuire à la bonne marche de l'UPG, le fruit d'un travail combien laborieux de Pierre Mamboundou. Ces échanges sont l'occasion d'un diagnostic minutieux de ce malaise qui perdure, mais aussi imaginer les mécanismes pour une gestion saine de ce parti afin qu'il reprenne le bâton de pèlerin dans cette opposition en tergiversation depuis le décès de son leader. J'insiste qu'il n'est de l'intérêt d'aucun militant d'entretenir le désordre dans les rangs de ce grand parti de masse, si l'on veut respecter la mémoire de ce grand homme d'État et président fondateur de l'Union du peuple gabonais. Je saisis cette tribune pour rappeler qu'avoir participé à la création de l'UPG aux côtés de son président ne saurait vous désigner comme son propriétaire. Le progrès et la démocratie que nous voulons pour l'union du peuple gabonais, partant le Gabon, exigent de changer les comportements terriens de quelques leaders politiques gabonais. La démocratie, par définition, signifie le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Cela signifie que toute portion de ce peuple devrait être en mesure d'avoir son mot à dire dans tout ce qui touche leur vie et partant celle de toute la nation. Ce droit peut être exercé soit directement par les membres d'une communauté ayant la possibilité d'entrer personnellement, sans médiateur, sa position sur une question donnée dans le processus décisionnel. Comme nous la vivons dans les pays où les dirigeants ont encore conscience de ce peuple, la démocratie est avant tout une culture, un état d'esprit, une éducation militante qui s'acquiert au sein des organes de base d'un parti, par l'observation sans condition de règles régissant toute société organisée. Si certains oiseaux peuvent s'asseoir sur celle-ci, il va sans dire que nous reculons en remettant en cause le progrès et la démocratie. C'est en partie pourquoi vous ferez face à des confusions du genre constatées auprès du groupe UPG manipulé par ce pouvoir dont la légitimité est remise en question depuis l'élection de 2009. Ces comportements qui consistent à entretenir la délinquance politique ne surprend personne si ce n'est leurs auteurs eux-mêmes, quand ceux-ci, pour quelques raisons, choisissent de se prostituer. J'affirme que la prostitution n'est pas seulement le fait de la femme ou la jeune fille qui va avec plusieurs hommes pour ses besoins, mais aussi ces politiciens qui profitent des efforts d'un groupe pour se vendre au pouvoir immoral et criminel de Bongo Ondimba pour des CFA. Ce qui m'amène à rappeler le contentieux qui a opposé les fractions en scission. Vous vous souvenez que celui-ci a été porté devant le tribunal du Gabon, qui a déclaré irrécevable la plainte déposée par certains responsables du parti. J'avoue mon indignation et mon dégoût face à ce que je considère de comportement animalier
de quelques anciens collaborateurs du président Mamboundou, paraît-il en colère contre le défunt Pierre Mamboundou pour n'avoir pas tenu des promesses égoïstes pour des postes ministériels dans le système dictatorial de Bongo. Que l'occasion me soit offerte ici de lancer une mise en garde contre ces personnes qui utilisent les forces de sécurité avec la malédiction du pouvoir impopulaire du Gabon dans le but d'interdire les réunions des membres au siège de l'Union du peuple gabonais. Ceci peut être considéré comme la preuve de l'infidélité dont fait montre ces responsables vis-à-vis du parti, habité par l'envie sorcière et malhonnête du gain, un venin ou une maladie incurable. Ce clientélisme politique démontre à suffisance que notre pays est loin d'être un état de droit, par des comportements qui frisent l'appétit. Ce serait utopique de penser cela, d'où la confusion que vous observez dans les rangs d'une opposition constituée en partie de mange-mille, croyant affronter un pouvoir et des institutions légales ou démocratiques, qu'elle s'éloigne de la nature même de ce combat contre le régime moribond de Bongo Ndimba, qui ne saurait dépendre seulement de la reconnaissance des droits politiques ou sociaux, mais aussi de la réalisation des conditions économiques susceptibles d'en permettre son plein exercice, que cette opposition croque-mitaine oriente la lutte politique comme le veut exactement le système Bongo. Devant l'embouglio politique créé dans les rangs de l'Union du peuple gabonais, après la mort de son président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que seuls les fervents militants que vous êtes avaient le dernier mot pour mettre fin aux injonctions de ses dirigeants, confondant gestion du parti à celle de leurs intérêts égoïstes. Face à ces conflits de leadership qui divisent le parti, j'aurais envie de poser la question de savoir pourquoi avoir attendu la disparition du président Pierre Mamboundou pour s'aimer le désordre. Signalons que Pierre Mamboundou ne tolérera pas ce désordre pendant longtemps et que cette réunion est l'occasion de lancer un appel patriotique à la compréhension pour que ceux qui entretiennent ce désordre retrouvent la raison afin que se tienne ce fameux congrès attendu avec impatience par les fervents militants de notre grand mouvement. Nous préférons que le carton rouge de Pierre Mamboundou reste dans la poche pour le moment en demandant un peu de courage à tous ceux épris de dignité et d'honneur à venir au corps de garde essuyer leurs affronts avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas question de créer un UPG parallèle à ce que nous a légué son président fondateur, Pierre Mamboundou. Poursuivant mon allocution, permettez de faire un tour d'horizon sur la situation d'instabilité politique et sociale dans notre pays, au lendemain de l'élection frauduleuse qui a porté Ali Bongo Ndimba à la présidence du Gabon. Nous constatons avec amertume que ce dernier rejette toute possibilité de conférence nationale pour sortir le Gabon de la léthargie dans laquelle il se trouve depuis toujours. C'est le moment de dénoncer toute idée de concertation entre le pouvoir et la classe politique de l'opposition mange-mie, qui n'est autre qu'une manipulation de la part de ceux qui veulent préserver leurs acquis. Les expériences d'antan devraient servir de leçon pour éviter que certains leaders gourmands parlent au nom du peuple gabonais qui a assez souffert des manipulations de ses responsables politiques gabonais. Ne dit-on pas que lorsqu'une maison brûle, il appartient au premier chef d'éteindre le feu en privilégiant le dialogue national? Vous comprenez pourquoi nous disons que notre pays est face à un système dictatorial qui ne nous laisse aucun choix, si ce n'est de le combattre avec les armes de guerre. Vous conviendrez donc des prises de pouvoir violentes en Afrique. Dans cette perspective, je soutiens au passage les propos de l'un de mes camarades lorsque ce dernier déclara il y a quelques mois que l'opposition n'a pas besoin d'un leader, mais plutôt d'un chef de guerre pour libérer le Gabon des mailles de ces infidèles qui trahissent la nation. Nous insistons que la peur devrait changer de camp. Il n'est plus question de parler d'intimidation ou de tentative d'arrestation ou d'assassinat d'opposants comme ce fut le cas depuis toujours. Depuis son élection controversée à Ali Bongo Ndimba alias Ojukwu,
n'a rien à proposer à ce peuple mépris par de longues années de tyrannie et de dictature, si ce n'est de se pavaner dans les avions payés par l'État gabonais. Parlant des prévisions de croissance, en 2012, Ali Bongo et son gouvernement émergent prévoyaient de consacrer près de 800 milliards de francs CFA pour l'investissement. Mais nous constatons avec regret que des chantiers connaissent des retards d'exécution, ces promesses vaines de construire plus de 5 000 logements par an à Libreville, une ville de plus de 600 000 habitants, où règnent des bidonvilles sans eau ni électricité, des fantasmes pour ne pas dire un rêve que ce dernier ne peut réaliser pour cause l'amnésie transmise par son père adoptif Omar Bongo Ondimba. C'est le moment d'indiquer qu'on ne gère pas un pays sous l'effet d'annonces en Conseil de ministres. En 3 ans de pouvoir, ce dernier a pillé dans les caisses du Trésor public autant que son père adoptif en a détourné en 10 ans de pouvoir. Un bilan effrayant qu'Ali Bongo Ondimba et sa bande de fossoyeurs ne sauront échapper le moment venu, car nous n'avons aucune intention de laisser ces bandits de grand chemin fuir avec les biens de l'État. Vous conviendrez que si nous étions dans un État de droit, comme aux États-Unis, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique et ailleurs, ces criminels seraient sans aucun doute en prison. Signalons qu'il n'y a aucune loi qui protège les voleurs ou les criminels. La loi est pour tous les citoyens. Dans quel pays avez-vous vu qu'on respecte des voleurs qui commettent des crimes, soient-ils de sang ou économiques? Pendant que le peuple gabonais vit dans la misère voulue et entretenue par ce pouvoir, le rapport de Transparency International faisant état indique que les 3/4 des Gabonais vivent en effet avec moins de 2% par jour, moins de $2 par jour, avec une population d'environ 1 200 000 habitants, vivant à plus de 75% dans des bidonvilles, dans une insécurité chronique où les crimes en tout genre sont commis. Au Gabon, paraît-il, les élites francs-maçons, pour leur pouvoir, aiment à diligenter les crimes rituels pour se maintenir au pouvoir, par des enlèvements au quotidien avec des corps décapités de leurs organes, jonchant les rues de la capitale. S'ajoutent à ce bilan irréversible les agences rattachées au bord de mer pour mieux voler. Les budgets alloués au ministère gérés directement par ces agences, montés de toutes pièces par la seule volonté d'Ali Bongo et sa bande d'étrangers, sont passés sous silence par des Gabonais corrompus, acceptant la domination de cet individu venu au Gabon dans les conditions qui n'échappent à personne, si ce n'est qu'à la famille Bongo et leurs alcooliques. Au point de se poser la question de savoir que se passe-t-il réellement dans la conscience collective des Gabonais. Sont-ils toujours endormis par la sorcellerie du vaudou, de la franc-maçonnerie et autres sectes du pouvoir gabonais? J'en passe, la dette du Gabon, selon un rapport de la CIA, Facebook, avoisinait déjà les 2,365 milliards en 2011, a atteint son paroxysme, de facto devenu un cas de conscience pour la jeune élite politique gabonaise. Comment peut-on dormir en paix pendant qu'on a une famille au pouvoir depuis plus de 4 décennies, manipulant, divisant, corrompant, tuant, arrêtant, empoisonnant des opposants ou de paisibles citoyens qui s'opposent aux injustices de ce régime sanguinaire sans qu'il n'y ait une réaction? L'unité nationale, cheval de bataille d'Omar Bongo Ondimba pendant ces années de tyrannie, une simple illusion. Jamais réalisée, vous constatez les revirements identitaires constants, de discours démagogues, manipulateurs, pour mieux asservir le peuple gabonais. Des conditions de vie qui frisent la maladie, avec nos concitoyens qui mangent dans la poubelle de Mindoubé à Libreville. En souvenir, le dernier documentaire tourné par la chaîne de télévision américaine ABC et récemment le reportage de la journaliste française au Gabon démontre sans démenti la mauvaise foi et l'immoralité de ces dirigeants du pouvoir gabonais. L'absence de structures médicales et autres infrastructures routières permettant de circuler librement
et autres limites pendant que ces assassins profitent de l'argent du pétrole pour se faire soigner à l'étranger, laissant du coup les Gabonais mourir par faute de moyens de s'acheter les médicaments pour sauver les vies de ceux-ci. S'ensuit les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, devenues monnaie courante chez ces assassins du pouvoir militarisé de Bongo, sans état d'âme. N'hésite pas à coucher ces jeunes femmes, sachant qu'ils portent ces virus. Plus de 500 000 morts par an, dans l'absence d'une politique de santé pouvant prendre en compte ces jeunes, pose une véritable menace pour l'avenir de cette jeunesse malheureusement sacrée aux yeux de l'ex-tyran, père du nouveau dictateur Ali Bongo Ondimba. Un bilan inquiétant qui interpelle les consciences pour rendre cette crise politique visible sur le terrain, si nous voulons répondre aux exigences posées par certains par rapport à l'implication de la communauté internationale face au cas du Gabon. Mais cela ne sera possible que si chacun à son échelle se sente impliqué dans ce processus de changement dans notre pays, le Gabon. Ce qui imposerait que les syndicats et autres organisations sociales s'accordent sur les actions porteurs à mener sur le terrain pour atteindre ces objectifs. C'est l'occasion d'une mise en garde d'Ali Bongo Ondimba et son groupe, comme pour dire qu'Omar Bongo n'a pas connu d'opposition structurée, que celle en formation à l'extérieur le sera bientôt, afin d'en découdre avec les pratiques de ce système criminel. Camarades, militants, distingués invités, mesdames, messieurs les membres de la société civile, chers amis du Gabon et du peuple gabonais, nous sommes persuadés que les changements attendus au Gabon arriveront par tous les moyens, car notre pays ne peut rester en marge de ce qui se traduit à travers les 4 coins du monde. C'est peut-être un problème de timing, comme disent les Américains, mais dans tous les cas, nous avons foi en Dieu, le Tout-Puissant, si ce n'est Allah, d'Ali Bongo Ondimba, pour qu'il déverse sa bénédiction sur ce Gabon, maudit par ses dirigeants, pour que celui-ci connaisse la paix sans laquelle aucun peuple ne saurait aspirer au bien-être social et à son développement. En conclusion, je voudrais dénoncer avec vigueur les manipulations orchestrées par le pouvoir central de bord de mer à Libreville, lorsque celui-ci nous présente comme une opposition violente, parce qu'elle simplement réaliste devant la dictature la plus longue de l'histoire de l'humanité. Précisons pour ceux qui ne le savent pas encore, que certains parmi nous ont évolué au Gabon, avant de s'exiler aux États-Unis et ailleurs par la faute de ce système PDG, dans l'incapacité et l'incompétence notoire de gérer un pays d'environ 1 million d'âmes. Vous n'êtes pas étonné d'entendre souvent de la bouche de certains que ces Gabonais qui vivent aux États-Unis et ailleurs sont coupés des réalités de notre pays, ce qui est une simple aberration et une autre distraction face aux conditions misérables de vie imposées aux Gabonais par ce système. Pour ce qui me concerne, je vous informe de mes activités professionnelles dans mon pays, le Gabon, pendant de longues années avant d'avoir été forcé à l'exil pour cause de mauvaise gestion par ce pouvoir. N'est-ce pas devenu monnaie courante au Gabon de dire à leurs enfants de ne pas rentrer au pays parce que, soi-disant, la misère, car ces familles n'arrivent plus à se procurer de quoi manger sur la table, pendant que ces dirigeants se remplissent les poches avec l'argent du pétrole au profit des conditions meilleures de vie de nos compatriotes. Signalons que si certains agents du pétrole pouvaient acheter la vie, Omar Bongo Ondimba serait encore parmi nous. Mais fouillant son pays, ce dernier a fini par trouver la mort comme un chien en Espagne, par faute de structure médicale adéquate dans son propre pays. Comme quoi, la sentence du péché est bien la mort. Sans le peuple pacifique gabonais, le corps de ces derniers ne serait pas rentré au Gabon pour avoir soumis ce peuple à des humiliations de toutes sortes pendant ces années de tyrannie et de dictature sans partage. C'est dire que vous pouvez à beau être franc-maçon, grand bouddhiste, musulman et autres vaudous, le pardon ne vous sera
pas accordé par le Maître de l'univers, le Dieu tout-puissant et miséricordieux. Voilà grosso modo, chers compatriotes, camarades du parti, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis du Gabon et du peuple gabonais, ce que j'avais à vous transmettre comme message. En souhaitant plein succès dans ces échanges qui vont débuter d'un moment à l'autre, inspirons-nous des sages paroles de Carlos Fuentes. Nous ne sommes venus au monde que pour nous connaître. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons donc en paix, vivons ensemble. Vive l'union du peuple gabonais pour que vive le Gabon. Je vous remercie. Nous voulons remercier notre cher patriote, M. Alan Mbamani, pour son discours non seulement de bienvenue, mais également dans le cadre de l'Union du peuple gabonais États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous allons demander au docteur Jean Douanis, qui non seulement représente l'Union du peuple gabonais d'Europe et d'Afrique, mais également il parlera au nom, bien sûr, de la représentation internationale, donc de la diaspora. Dr Douanis. Mesdames, Messieurs, chers compagnons de lutte, permettez-moi de vous adresser au nom des fédérations de l'Europe, d'Afrique, que j'ai l'honneur de représenter ici, mes salutations cordiales. Je le fais également au nom de la diaspora gabonaise qui est en Europe, qui pour la plupart, comme vous le savez tous, participe de façon efficiente à la lutte pour la libération de notre pays. Je salue particulièrement les délégations qui sont venues de loin, celles de notre pays, que nous aimons bien, celles du Canada, mais aussi celles des confins des États-Unis, parce que, comme vous le savez, les États-Unis, c'est un continent en lui-même. Donc, il y a des distances qui sont beaucoup plus importantes que lorsqu'on vient de l'extérieur. Je suis heureux de noter parmi nous la présence des membres de la société civile du Gabon. Sa présence démontre l'intérêt que son organisation porte sur l'édification d'une société démocratique et libre, où l'exercice des droits et devoirs de tout un chacun est garanti. Je salue et remercie l'UPG Amérique, dont l'intervention matérielle et financière, morale et politique, a rendu possible cette rencontre. Grâce à elle, cette rencontre revêt une importance à la dimension internationale, dont les retombées ne seront que bénéfiques pour l'UPG. J'ai une pensée particulière à l'endroit de nos compagnons de lutte qui, pour des raisons diverses, n'ont pu effectuer le déplacement de Raleigh, en Caroline du Nord, qui trouve ici l'expression de notre amitié et de notre solidarité. Madame, Messieurs, chers compagnons de lutte, les fédérations Europe et Afrique ont longuement réfléchi sur les questions et les problèmes consécutifs à l'assassinat de Pierre Mamboundou et conséquemment aux causes de la vacance à la tête du parti. De ces réflexions, nous avons tiré les leçons notamment de la nécessité d'initier des rencontres aussi bien à l'intérieur du parti, mais aussi avec des personnes et des institutions qui sont parties de notre cause. Ceci à l'extérieur du pays comme à l'intérieur du Gabon. Nous sommes convaincus que ces rencontres sont bénéfiques. En effet, elles permettent de concerter les visions, de planifier les actions de la base au sommet du parti, d'insuffler une dynamique de progrès porteuse d'espoir réel. Et dans tous les cas, ces rencontres permettent d'apporter des réponses pertinentes aux problèmes de notre parti. Madame, Messieurs, chers compagnons de lutte, nous n'avons pas de doute sur la vision de la base quant à son positionnement, qui se traduit par sa loyauté à l'esprit et à la mémoire de Pierre Mamboundou et de son combat. En revanche, l'UPG Europe, Afrique, est perplexe quant au positionnement actuel du sommet du parti. En effet, nous avons de sérieux doutes quant à la capacité de résistance du secrétaire exécutif Mbouba Nzingi, quant aux sollicitations et compromissions avec le régime d'Ebongo.
celui-ci a fait de son incapacité, a fait preuve, pardon, autant pour moi, de son incapacité manifeste à donner des réponses pertinentes au challenge qui s'est imposé à lui au lendemain de la disparition tragique de notre leader. Il nous a prouvé, en tout cas, qu'il n'a ni les moyens intellectuels, ni la dimension morale et humaine, ni les convictions politiques et idéologiques, et encore moins le courage et l'engagement qui doit caractériser un responsable de cette nature. Son manque d'envergure l'a poussé à choisir le chemin de la facilité, celui de la compromission. Alors, mesdames et messieurs, devant tout cela, que faisons-nous? Que faisons-nous de notre engagement politique qui, pour certains, dure depuis la veille de la création de l'UPG? Que faisons-nous de tous ces sacrifices consentis? Que faisons-nous de la mémoire de nos militants opprimés et réduits au silence? Que faisons-nous de nos compatriotes exilés pour fuir un régime violent et répressif dont le seul tort a été de penser le Gabon autrement? Que faisons-nous de toutes ces carrières brisées, de ces enfants déracinés, de ces études interrompues, de cette jeunesse sacrifiée, de ces assassinats, de nos compagnons de lutte, de ces persécutions, des tortures physiques, psychologiques et morales, d'un régime qui a choisi la voie de la dictature? Que faisons-nous de l'espoir placé en nous par les Gabonaises et les Gabonais, parce qu'ils croient en la force de nos convictions, admirent notre courage et notre engagement au nom de l'UPG, dans le combat de la protection de la veuve et de l'orphelin, pour le droit de vivre mieux dans un pays aux potentialités énormes? Oui, mesdames et messieurs, que faisons-nous? Allons-nous laisser ceux qui ont assassiné Pierre Mamboundou tuer l'espoir et détruire l'espérance? Allons-nous plier devant la trahison et la forfaiture, en sombrant dans le défaitisme, la résignation et le statu quo de mauvaise foi? Allons-nous laisser vain les revendications de la base et des forces vives de notre parti et nous complaire dans l'indifférence? Pour l'UPG Europe-Afrique, tout comme pour ceux qui œuvrent pour une véritable alternance au Gabon, loin de s'inscrire dans une logique d'attentisme béat et de résignation, il est impératif de prendre des responsabilités en initiant des actions pour que le combat de Pierre Mamboundou et de tous ses compagnons morts ou vivants ne soit pas vain. C'est pourquoi l'UPG Amérique du Nord et Europe, Afrique, ont initié ces rencontres. Dans ce cadre, une rencontre est prévue en France. Elle aurait pu avoir lieu avant celle des États-Unis, mais nous n'étions pas prêts. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici, nous vous invitons à y être pleinement impliqués dans l'organisation de la future rencontre de France. Nous pensons que la rencontre des USA, tout comme celle que l'on fera en France, doit être l'occasion pour ceux qui se réclament de la loyauté envers Pierre Mamboundou de répondre aux interrogations non exhaustives suivantes. 1. Quel avenir pour l'UPG dans un contexte de turbulence interne? 2. Comment ramener la sérénité au sein du parti devant l'obstination d'un secrétaire exécutif à maintenir coûte que coûte le statu quo du fait de sa collusion avec le pouvoir? 3. Dans ces conditions, comment et quand organiser le premier congrès national du parti et avec quels moyens? 4. Devant le blocage constaté, comment mettre en œuvre un plan devant permettre aux loyalistes de poursuivre la lutte? Quelle place l'UPG entend désormais occuper dans l'échiquier politique national et quel rôle devra-t-il jouer pour accélérer l'alternance politique au Gabon? 6. Comment participer aux prochaines élections locales dans une atmosphère de déliquescence interne et dans les conditions de transparence sujettes à caution du fait d'une biométrie galvaudée? 7. Comment remobiliser la base de l'UPG totalement déconcertée? Tous ces questionnements devaient susciter une réflexion plus approfondie de la part de de ceux qui ont foi à l'UPG, à la justesse de son combat et qui veulent faire avancer le parti vers la prise effective du pouvoir. Je pense qu'un simple brainstorming, bien qu'étant un outil de résolution des problèmes, ne suffit pas pour mener une telle réflexion. D'autres outils sont nécessaires, notamment la réflexion stratégique, pour définir des stratégies possibles et une tactique pour parvenir à nos objectifs. À ce propos, une certaine discipline doit être observée dans la démarche préconisée en forme d'introspection. Voilà, mesdames et messieurs et chers compagnons de lutte, ici livrée la réflexion des fédérations euro-africaines par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'UPG. Il est important pour l'UPG Europe et Afrique de faire prévaloir ces questions, en tout cas de les inscrire dans l'agenda des discussions. Mesdames et messieurs, je continue de croire à la force de nos convictions communes, de notre courage qui exale les termes de notre engagement face
à l'omnipotence d'un pouvoir illégitime. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive l'UPG. Nous voulons remercier le docteur Ndouanis. Docteur Ndouanis, qui est d'ailleurs un historien, bien sûr, du parti, dans le sens des jeunes qui ont vu l'UPG démarrer. Il a été un proche collaborateur du président Pierre Mamboundou dans le cadre, bien sûr, des activités au niveau estudiantin. Donc, c'est maintenant la place, avant de laisser la société civile, nous allons demander au docteur Pélagie Joseph Itzana de prendre la chaire. Donc, elle aura 2 interventions. Nous allons d'abord l'écouter dans le cadre de la première intervention et après, nous laisserons le cadre, disons, la plateforme à la société civile. Docteur Itzana. Monsieur le fédéral UPG USA, Monsieur le fédéral UPG Canada, Monsieur le fédéral UPG Europe, Monsieur le représentant de la société civile, Messieurs les représentants de la diaspora gabonaise aux USA et en Europe, militantes, militants et sympathisants de l'UPG, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive émotion que je prends la parole devant vous en ce jour mémorable qui marque un nouveau départ dans l'histoire politique de notre parti UPG. Après l'assassinat lâche, le 15 octobre 2011, de notre leader charismatique, Pierre Mamboundou, par ailleurs fondateur de l'Union du peuple gabonais, notre héros national. Je parle bien d'assassinat. Et ce n'est pas Ali Bongo qui dirait le contraire. Parce qu'au lendemain de l'annonce de la mort du président Pierre Mamboundou, une délégation de l'UPG a été reçue à la présidence de la République. Et ce jour-là, le chef de l'exécutif a dit quelque chose qui nous a interpellés. Je cite, « Nous savions que la vie du président Mamboundou était menacée. Et curieusement, rien n'a été fait pour protéger sa vie. C'est pour cela que nous estimons, pour notre part à l'UPG, que le président Pierre Mamboundou a été assassiné. Avant de continuer mon propos, je tiens à saluer cette initiative louable et remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre cette rencontre possible. C'est ici l'occasion aux UPGistes de faire le point sur la situation interne du parti, d'une part, et d'autre part de faire l'autopsie des maux qui minent notre pays, afin de trouver les voies et moyens pour une sortie de crise et pourquoi pas explorer les pistes en vue d'une alternance politique. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous faire la genèse de la création de notre parti. Le contexte de sa création au plan national, le monolithisme et la pensée unique, consacrés par la déclaration de Bitam de 1989. Au plan international, le bicentenaire de la Révolution française. L'UPG est créé le 14 juillet 1989 par le président Mamboundou et d'autres compatriotes qui se trouvaient en ce moment-là à Paris. Cette opposition au parti unique lui vaut son expulsion de France par une mesure d'urgence absolue à la demande du gouvernement gabonais, qui l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Tout ceci suivi de son exil à Dakar pendant 4 années. Il mandate alors quelques compatriotes, parmi lesquels M. Mbumba Nzingi, alors secrétaire général du parti,
à procéder aux démarches de la légalisation du parti. Comme si cela ne suffisait pas, Pierre Mamboundou est condamné par contumace à 10 années d'emprisonnement et déchu de ses droits civiques et politiques. Le 1er novembre 1993, las d'être loin de chez lui, il décide de rentrer dans son pays. Il entreprend alors un recours en opposition de sa condamnation par la Cour de sûreté de l'État. La suite, nous la connaissons. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, 3 valeurs fondamentales régissent l'union du peuple gabonais. L'unité, la responsabilité et la dignité. Pourquoi l'unité? Parce que l'UPG entend œuvrer pour l'unité des citoyens libres, en alternative au parti unique qui embrigade l'homme. La responsabilité parce que l'UPG encourage la libre détermination des peuples, le rationnel devant primer par rapport à l'émotion. La dignité, parce que l'Afrique et le Gabon en particulier doit assumer son histoire et affirmer sa dignité. Sur l'échiquier national, l'UPG se positionne dans l'opposition radicale, en affirmant bien entendu son identité. En effet, ce positionnement est la résultante de l'ostracisme politique et l'isolement savamment entretenu par le parti unique qui, en 1990, reconnaît les partis politiques uniquement sur la base de leur participation à la conférence dite nationale, alors que l'UPG était assujetti à la récolte de 3000 signatures, etc. Chers compatriotes, homme hors du commun, Pierre Mamboundou s'est illustré par une hauteur d'esprit qui confirme son caractère républicain et démocrate. L'on se souviendra lorsqu'il écrivit au chef de l'exécutif pour la convocation d'une table ronde suite aux événements ayant émaillé l'élection présidentielle de 1993. Lutteur infatigable. Pour son pays, le Gabon, il participe aux travaux du Haut Conseil de la République, mué en Haut Conseil de la Résistance, en abrégé HCR. Refuse de signer les accords dits de Paris et donne un mot d'ordre de boycott du référendum sur les accords de Paris. Son combat politique est marqué entre autres par sa lutte pour imposer la transparence électorale et surtout par l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Conscient du phénomène des élections turques, sous son impulsion, son parti, l'UPG, boycotte les élections législatives de 2001. L'on se souviendra de sa récusation mémorable, solidement argumentée, du président de la Cour constitutionnelle en 2005, après l'élection présidentielle dont il était pour la seconde fois vainqueur après celle de 1998. On se souviendra de son combat pour le respect du principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. De son combat pour la restauration de la Cour suprême. Se souviendra de son combat pour l'état de droit, pour la hiérarchie des normes juridiques, de son combat pour la décentralisation. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, la vie politique du président Pierre Mamboundou, pendant 22 ans, a été émaillée de tentatives d'assassinat, dont la plus mémorable fut celle du 21 mars 2006. En effet, dans la nuit du 20 au 21 mars 2006, le pouvoir PDG, par le truchement des militaires, projetait de faire assassiner le président Pierre Mamboundou à son siège, 6 à Wenji. Fort heureusement, le président est exfiltré
par le concours d'une ambassade amie et conduit à l'ambassade de l'Afrique du Sud, où il restera 1 mois. S'engagent alors les négociations à un niveau international. Négociations qui aboutiront sur le dégel du 19 avril 2006. Ce dégel offrait une alternative à la violence et à la guerre civile. C'est une longue loi avec beaucoup de sous-titres. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu la publication officielle de cette loi. La loi qui fixe, vous avez certainement entendu parler de la nouvelle tarification des cautions électorales. Donc, les cautions électorales pour l'élection présidentielle sont passées de 5 millions à 20 millions de francs CFA. Les autres, nous n'avons vraiment pas retenu les montants, mais toujours est-il que nous n'avons pas la publication de cette loi-là. Donc là aussi, les gens risqueront d'être surpris lorsque ces élections seront organisées, parce qu'ils ne sont certainement pas préparés, puisque ce sont des choses qui parlent en Conseil du ministre, et après, on fait semblant de ne pas publier, on attend la dernière minute pour dire, voilà, la loi avait été modifiée, désormais, vous allez payer tant pour telle élection. Et là aussi, les Gabonais ne sont pas souvent vigilants et attendent toujours la dernière minute pour réagir. Cette loi-là a été modifiée déjà depuis, je crois, l'année dernière, mais pour le moment, personne n'a réagi, aucun parti politique, aucun acteur politique n'a réagi pour dénoncer ce genre de dérive, parce que passer de 5 millions à 20 millions de francs pour une élection présidentielle, ça voudrait dire que ne peuvent participer à ces élections que les PDGistes qui ont de l'argent. Parce que je ne sais pas qui peut avoir 20 millions comme ça pour pouvoir déposer sa candidature. Et toujours dans la même loi modifiée sur les partis politiques, nous avons désormais un scrutin à un tour pour toutes les élections politiques au Gabon. Les Gabonais peuvent marcher parce que on parle de bien mal acquis, on parle de la loi Nzouba, mais pour des choses comme ça qui engagent leur avenir, personne ne relève. Parce que dans tous les pays du monde, une élection se fait à 2 tours. Mais au Gabon, désormais, non seulement l'élection se fait à un tour, et en plus le temps de campagne a été radicalement réduit. Pour une élection présidentielle, ce temps est passé d'1 mois à 15 jours. Et pour les autres élections, c'est 10 jours. Lorsque nous savons que ce sont les PDGistes qui ont les moyens d'entretenir leur électorat dans les routes que nous connaissons, nous déjà, au niveau de l'UPG, nous peinons même à aller sensibiliser nos militants à l'intérieur du pays, parce que les routes sont mauvaises, on n'a pas de véhicules, et il faut des moyens pour pouvoir mobiliser toutes les forces et se rendre à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas la même chose pour les PDGistes qui se lèvent, qui vont pratiquement tous les week-ends. Mais le fait d'entretenir les populations, de les voir, de leur donner les 2000 colis et les sacs de riz, et ces populations finissent par oublier même les opposants qui se tuent pour essayer de défendre leurs intérêts. Donc nous disons que là aussi, le PDG se débrouille pour que beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition ne puissent pas gagner ces élections. Et ça leur fait plaisir de raconter après que ces candidats sont battus, ces candidats n'ont pas fait de bonne campagne, parce qu'en 10 jours, je ne sais pas qui peut faire une campagne au Gabon. En l'état actuel, déjà de nos moyens, et en l'état actuel des routes. Donc, toutes ces lois-là n'ont pas été promulguées. Vous ne trouverez pas les textes concernant toutes ces modifications au journal officiel, pour la simple raison qu'ils attendent les élections pour vous opposer tout ce que je suis en train de vous dire là.
Et au niveau des financements des campagnes, le PDG organise ses campagnes avec l'argent du contribuable. Mais nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Il y en a qui s'engagent auprès des institutions bancaires pour avoir un peu de moyens. Il y a 2 mois à peu près, un député qui était à l'époque député du CLR est décédé dans l'hôpital où je travaille. Pendant les élections législatives dernières, il a pris des crédits, il s'est engagé auprès, il a emprunté de l'argent auprès des particuliers, pensant gagner cette élection. Malheureusement pour lui, le PDG s'était débrouillé pour qu'aucun parti, même pas celui de son oncle, ne puisse gagner les élections législatives. Après les élections, il s'est retrouvé endetté, puisqu'il n'a plus la possibilité de rembourser tout ce qu'il a pris à la banque et auprès certainement des parents et amis. Il s'est retrouvé dans une dépression. Je vous dis qu'il en est mort. Ça, ce sont des choses qu'on ne témoigne pas assez. C'est à travers une infirmière qui le connaissait que nous avons su l'histoire de ce monsieur. Mais il est mort parce qu'il avait beaucoup de soucis. Il était endetté. Mais si le pays permettait, ou l'État permettait, aux uns et aux autres, puisque nous cotisons d'une manière ou d'une autre, à tout le monde d'avoir une campagne réglementée, financée, à la limite même par le pays, je pense qu'on serait à l'abri de ce genre de décès. Alors, les PDGistes qui ont de l'argent, surtout pendant les campagnes, ben, toutes les caisses du trésor sont vidées parce qu'ils doivent corrompre les gens. Et la corruption ne s'arrête pas seulement au niveau des électeurs, ils corrompent même les responsables d'administration qu'ils désignent eux-mêmes. Parce que malgré la désignation, il faut entretenir ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas certainement se réveiller et peut-être donner raison à ceux qui s'opposent au PDG. Donc, à eux aussi, il faut donner beaucoup d'argent. Il faut corrompre parfois, lors des élections présidentielles, les observateurs. Pour l'élection 2009, les observateurs étaient tous logés à l'hôtel intercontinental. Et c'est là-bas où était le QG de campagne d'Ali Bongo. Alors, nous nous sommes rendus là-bas pour mettre en garde ces observateurs dans les achats de conscience, mais nous avons compris que le PDG était déjà passé par là. Et ce n'était pas par hasard qu'ils se sont retrouvés logés dans cet hôtel-là. C'était pratiquement dans le même couloir. Donc, ça, c'est l'argent du contribuable qui va à flot pour financer et corrompre les opérations de corruption, toujours dans le but de se maintenir au pouvoir. Alors, la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques et à tous les textes subséquents. Donc, il y a des articles aussi dont on n'a pas pu retrouver la trace sur la confection de la liste électorale qui va certainement, une fois de plus, être l'objet d'inscriptions multiples. Puisque dans le cadre de la mise en place de la biométrie, les PDGistes refusent l'authentification de l'électeur et l'interconnexion des réseaux informatiques. Ça veut dire que même les morts vont être enrôlés et on nous dira que, ben oui, les UPGistes, vous avez intérêt à vous taire parce que c'est vous qui avez réclamé cette biométrie. Mais ce n'est pas la bonne biométrie. C'est pas la bonne biométrie. La biométrie que nous avons exigée, c'est une biométrie intégrale qui prend en compte l'authentification de l'électeur. Parce que sans authentification, nous n'avons pas une biométrie fiable. Et sachant que la biométrie n'est pas forcément mise en place pour les élections. Je pense qu'ici, ceux qui vivent aux États-Unis
savent un peu jusqu'où on peut utiliser la biométrie. Parfois, même dans le dénouement des crimes, ce sont les données à caractère biométrique. Mais vous voyez que dans notre pays, les gens ne pensent même pas à demain. Ils ne pensent pas que s'ils mettent en place de bonnes organisations, ces organisations peuvent servir à d'autres causes, peut-être même dans leur intérêt. Mais tout ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est la biométrie pour les élections. Et donc, on la manipule à souhait, on ne tient pas compte des modalités qui pourront un jour apaiser certainement les périodes post-électorales. Et dans cette loi-là, il détermine aussi le choix des présidents du bureau de vote. Il n'y a jamais eu des opposants comme président du bureau de vote. C'est toujours le PDG qui désigne. Mais si le président du bureau de vote, c'est lui qui a la latitude de faire un certain nombre de choses. Donc si déjà, même à ce niveau-là, nous n'avons pas la possibilité de... nous n'avons pas un droit de regard, mais c'est vraiment aller comme à l'abattoir. Et nous ne sommes pas étonnés de tous les résultats que nous récoltons parce que parfois ils se débrouillent à corrompre aussi nos petits représentants qui sont souvent des gens qui n'ont pas de moyens. Et devant, parce que la pratique qu'ils font, ce sont les sandwichs dans lesquels on met des billets de banque. On vient vous donner des sandwichs parce que souvent les représentants de candidats de l'opposition n'ont pas de moyens ou le sandwich arrive en retard et ils se débrouillent, ils connaissent cet état de choses. Ils se débrouillent à leur apporter des sandwichs avec des billets de banque à l'intérieur et on les distrait comme ça. Si bien que lorsque vous tournez le dos, ils bourrent les yeux et le reste, nous savons un peu la finalité de tout ça. Donc, on a parlé de la biométrie et l'article qui consacre le mandat de la Cour constitutionnelle. Là aussi, nous nous rendons à l'évidence que Madame Borontou ne partira pas de sitôt de la Cour, parce que désormais, elle peut rester, elle peut briguer autant de mandats qu'elle le souhaite. Parce qu'elle est la première, à travers son organisation, impliquée dans les élections. C'est elle qui nomme le président de la Sénat. Et comment peut-on être juge et partie? Parce que lorsque nous faisons des recours, c'est la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, juge de la recevabilité ou non des plaintes que nous déposons là-bas pour réclamer justice. Mais si c'est elle qui nomme déjà le président de la Sénat, on peut aisément imaginer que même tout le bureau est sous la botte de la Cour constitutionnelle. Et le fameux bureau de la Sénat, on vous dit que les prises de décision là-bas se font à la majorité simple. Et ils trouvent toujours des moyens pour distraire les nôtres et prendre les décisions qui les arrangent. Et dans cette loi modifiée, nous dénonçons aussi le rôle joué par l'armée. Parce que, en dehors des forces de sécurité qui ont le droit de sécuriser l'élection, nous avons remarqué depuis des années que pendant les élections, la présence des forces de deuxième catégorie, comme on les appelle, est souvent permanente dans les rues de Libreville et autour des centres et bureaux de vote. Et ce sont ces forces de sécurité qui permettent au pouvoir en place de mater ou de réprimer toute contestation. Nous l'avons vu le 3 mars 2009, lorsque le président, avec les autres candidats à l'élection présidentielle, ont été agressés à la place dite de la démocratie. Je crois que vous avez eu des images. Et c'est grâce à l'armée. Donc nous nous disons qu'il faut que le président
retire l'armée de la rue pendant les élections, peu importe quelle élection. Parce que le rôle de l'armée n'est pas là pour mater les gens qui essayent de dénoncer les dérives pendant les campagnes électorales. Et nous avons aussi vu l'armée tirer et tuer des compatriotes qui essayent de sécuriser leur vote. Parce que quand les gens sortent pour faire des revendications, ça veut dire qu'ils n'ont pas voté la bonne personne. Enfin, disons que les résultats annoncés ne leur conviennent pas. Parce qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas voté pour une certaine personne et c'est cette personne qui est déclarée vainqueur. C'est tout à fait normal que ces populations sortent ou revendiquent. Mais là, l'armée est là pour veiller à ce que personne ne dise quoi que ce soit. Alors, dans l'application de la biométrie, la composition de cette commission est aussi assurée par le pouvoir. Alors qu'à l'époque, on disait qu'il fallait un organe régulateur pour éviter justement que certains acteurs politiques ne soient lésés. Vous comprenez que désormais, c'est une affaire du ministère de l'Intérieur, disons du gouvernement en général et de la Cour constitutionnelle. Donc, si déjà l'opposition ne peut pas avoir la possibilité de s'intégrer dans cette commission, aujourd'hui, nous ne savons pas de quelle manière se fait ou se font les enrôlements. Parce que ils ont déjà dépassé toutes les étapes. Aujourd'hui, nous parlons d'enrôlement des populations. Et chacun y va de ses explications à l'intérieur du pays. Pour nos pauvres parents de l'intérieur qui ne comprennent pas beaucoup, on leur dit des choses. Et la dernière fois, il y a une dame qui m'a montré une carte d'électeur. Elle me dit, ces cartes-là, on leur donne pendant les élections, mais ce sont des cartes des personnes décédées. Effectivement, quand j'ai regardé la carte, elle ne correspondait pas à son identité. Et moyennant, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000, on leur donne ces cartes-là et ces personnes peuvent voter autant de fois. Et je suis sûre que même pour les inscriptions, ça va se passer de la même manière. On demandera certainement aux gens de s'inscrire à Libreville, à Coco Beach, à Antoum, parce qu'on va les transporter, on va leur donner de l'argent pour que ces personnes exécutent les tâches qu'on leur demande. Donc, c'est à nous, désormais, de regarder un peu de près toutes ces lois-là. C'est vrai que nous n'avons pas la possibilité de demander au gouvernement ou au président de la République de revoir ces lois, mais je pense qu'il faut les dénoncer avec force et vigueur pour que peut-être ça réveille un peu la conscience collective, que les gens comprennent que finalement, là aussi, il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, nous avons identifié les principales institutions qui œuvrent pour l'impossibilité de l'alternance au Gabon. C'est le président de la République, le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur et ses démembrements, le ministère de la Défense avec l'armée. Et d'ailleurs, l'armée ne quitte plus la rue depuis 2009. Il y a le Parlement, il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil national de la communication, il y a la CNAP, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Donc toutes ces institutions, dont les membres sont nommés par le pouvoir en place, ne peuvent pas assurer l'équité dans les campagnes électorales. Donc nous disons que ces institutions sont responsables de la situation, des situations de revendication post-électorale que nous connaissons. Donc, nous proposons
de mener une réflexion de telle sorte que les exigences que nous ferons à ces institutions, que ces exigences soient prises en compte. Nous allons peut-être essayer de porter ces revendications à un niveau international pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur les manigances et les verrous que le PDG met dans les institutions pour garantir sa pérennité au pouvoir. Donc nous devons demander une limitation à 2 mandats du président de la République. Et il faudra exiger le retour du scrutin à 2 tours. Déterminer un mode de désignation mi-partisan des juges constitutionnels, des membres du CNC et des membres de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. Et il faudra aussi exiger une détermination d'un mode de désignation alternatif entre majorité et opposition des présidents de ces institutions-là. Élargir le Parlement aux autres forces vives de la nation. Chez les Russes, par exemple, vous avez des députés médecins, enseignants et des autres corporations. Pourquoi? Parce que certainement ils ont compris que pour défendre par exemple la cause des médecins, il n'y a qu'un médecin pour le faire. Et ça pourrait aussi créer un certain équilibre entre la majorité et l'opposition, parce que si nous avons une troisième force, celle représentée par les corporations ou les non-politiques en général, peut-être que ça pourrait quand même amener un équilibre de telle sorte que le Parlement ne soit pas dans le genre de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà à peu près toutes ces aberrations avec lesquelles nous fonctionnons, que nous ne dénonçons pas suffisamment. Je pense qu'il faut que nous recensions toutes ces lois-là et peut-être faire des communications beaucoup plus élargies pour que les gens, les populations prennent conscience des mécanismes de verrou, mais vraiment bien huilés, qui permettent au PDG de rire parce que lorsque nous avons des élections, mais c'est comme s'ils nous disent écoutez, vous pouvez toujours courir, vous n'aurez rien du tout. Parce que l'assurance avec laquelle ils se comportent nous prouve que tout le petit cinéma, c'est le petit folklore que nous faisons, mais en réalité, les dés sont pipés. D'ailleurs, le président, en ce qui concerne l'élection législative passée, disait, le fameux jour où il a été assassiné, il avait donné déjà des centres où l'élection était déjà faite. Mais les gens disent, mais comment? C'est pas possible, mais c'est possible, parce que les urnes sont bourrées, puisque ce sont eux-mêmes qui maîtrisent tous ces mécanismes. Donc on ne peut pas s'étonner de voir toujours les mêmes remporter l'élection législative, même lorsqu'ils sont décriés par les populations, mais à la fin des comptes, ils se retrouvent toujours députés ou sénateurs de telle ou telle autre circonscription. Donc nous disons que la loi organique doit être révisée sur la Cour constitutionnelle. Il faut retirer à la Cour la prérogative de déterminer la démographie du pays. Ce n'est pas son rôle. Retirer aussi à la Cour la prérogative de nommer le président de la Sénat et ses démembrements, ainsi que son implication dans la préparation et l'organisation des élections. Moi, je ne sais pas comment on cohabite avec ça. Elle qui juge en dernier recours, mais elle est impliquée du début du processus jusqu'à la fin. Donc,
vous avez beau prendre des avocats brillants, mais ça ne passe pas parce que elle a déjà verrouillé depuis le début. Et à la limite, c'est même ridicule parce que nous passons pour des moins que rien. Parce que si c'est elle qui nomme les présidents de ces corps-là, je ne sais pas ce qu'on va réclamer là-bas. Si on a le courage d'aller faire les élections dans ces conditions de non-transparence, évitons de nous montrer ridicules pour faire des recours qui n'aboutiront jamais. Donc il faut faire une obligation à la Cour de procéder au décompte transparent et contradictoire des voix en cas de contentieux électoral. Un peu comme nous l'avons exigé en 2009, mais comme d'habitude, c'est une fin de non-recevoir. Ou bien ils se retrouvent entre eux-mêmes, font semblant de compter, mais en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il faut limiter aussi le mandat du président de la Cour constitutionnelle. Et nous disons aussi qu'il faut changer le président actuel de la Cour pour ses liens familiaux avec les différents présidents. Le père, c'était, je ne sais pas, maintenant avec le fils aussi, c'est compliqué. C'était son petit. Maintenant, je ne sais pas quel genre d'équité, quel genre d'objectivité elle peut avoir dans la résolution des conflits. Donc il faut absolument vraiment réclamer. Le président Mamboundou en son temps l'avait fait, mais je crois qu'il était pratiquement le seul à le dénoncer. Et je crois qu'il faut aussi que nous nous penchions sur cette question-là. Donc, nous avons identifié les responsables de toutes les exigences que nous faisons ici. C'est principalement le gouvernement, le président de la République et le Parlement. Et nous disons aussi que par rapport au découpage électoral, il faudra donner la primauté aux critères démographiques pour la détermination des circonscriptions électorales. Vous avez un président de l'Assemblée qui est élu sur la base de je ne sais pas combien de villages. Président de l'Assemblée nationale. Vous avez des villages de peut-être 5 000 ou je ne sais pas, 2 000 bonhommes. Et à côté, il y a quelqu'un qui surfe sur un petit village avec peut-être 2 ou 3 personnes. Et il se retrouve président de l'Assemblée nationale. Là aussi, nous disons que quand même, pour un peu plus d'équité, il va falloir revoir un peu ce découpage-là. Ne pas penser simplement à ses intérêts, mais penser à l'intérêt supérieur de la nation, parce que ces gens-là finiront d'une manière ou d'une autre de laisser ces postes-là. Et il faut que ça soit une possibilité pour le Gabon, que toutes ces choses-là soient bien faites. Là encore, c'est le gouvernement et son Parlement qui doivent s'atteler à revoir toutes ces choses-là. Et nous disons aussi que par rapport à la loi numéro 16/2011 du 14 février 2012, portant modification de la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, il faudra retirer au gouvernement toute possibilité d'empêcher l'expression des partis politiques. Donner aux partis toutes les possibilités de faire encadrer leurs activités par les forces de sécurité. Que les forces de sécurité ne viennent pas, par exemple, couvrir la manifestation de l'UPG, disons uniquement dans le sens de la violence, ou empêcher la tenue de tel ou tel événement, mais qu'ils encadrent comme ils le font pour le PDG. Lorsque les gens marchent au PDG, la police les encadre, parfois ne les encadre même pas, parce qu'ils estiment qu'ils sont les propriétaires de l'espace public. Parce que les autres sont des apatrides, ils n'ont pas le droit d'exercer leur opinion. Lorsque nous savons que l'opposition, c'est justement, l'opposition, c'est dans la rue. On ne s'oppose pas dans les bureaux, mais dans la rue. Mais en respectant les
les règles démocratiques. Être opposant n'est pas synonyme d'une déclaration de guerre. Au contraire, comme disait quelqu'un, l'opposition ou les opposants sont la conscience du gouvernement. Parce que c'est l'opposant qui permet, qui rappelle au gouvernement ses tâches. Mais pourquoi dans notre pays, on considère toujours l'opposant comme un moins que rien, un empêcheur de tourner en rond, alors que le gouvernement devait vraiment être content d'avoir des opposants qui apportent une contradiction de qualité pour leur permettre peut-être de mieux assurer ou assumer leur mandat. Mais là, l'opposition, c'est des gens, c'est des crèves-la-faim, c'est des jaloux, c'est tout ce que vous voulez. Donc, il faut aussi revoir la loi sur la Sénat. Il faut enlever à la Sénat, il faut élever la Sénat au rang d'institution constitutionnelle, même si nous savons que le président pourrait être nommé toujours par les mêmes mécanismes. Et qu'au lieu que cette Sénat soit une commission électorale nationale autonome permanente, mais qu'elle soit une commission nationale électorale, tout court, pour permettre quand même un peu plus de transparence dans la gestion des processus électoraux. Il faut définir un mode de désignation du président, alternativement partisan, entre la majorité et l'opposition selon les agendas des élections. Il faut confier toutes les opérations d'organisation à cette CNU, parce qu'un organe qui gère les élections doit avoir les tenants et les aboutissants de cette élection. C'est cette CNU qui devait faire la liste électorale et prendre des bonnes décisions quant au bon déroulement de l'élection. Mais, à la limite, la Sénat n'est là que pour faire un certain travail technique, mais toute la conception se fait ailleurs. Et ça, nous disons qu'il faut redonner à cette Sénat la possibilité de s'impliquer du début à la fin de cette élection. Il faut écarter, comme je le disais tantôt, écarter les forces de défense dans l'organisation des élections. Parfois, nous voyons l'irruption des forces de défense dans les bureaux électoraux, ce qui n'est pas normal. Et lorsqu'ils arrivent, c'est pour intimider ceux qui pourraient parfois regarder toutes les manipulations faites dans les bureaux de vote. Nous disons qu'il va falloir que le chef de l'exécutif et son gouvernement retirent le ministère de la Défense de l'organisation des élections. Donc, par rapport à la révision de la loi numéro 1/2011 du 27 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, la biométrie ou loi Mambundu, nous disons qu'il faut définir un mode de désignation du président de cette commission, toujours alternativement entre la majorité et l'opposition. Donc, chers amis, voici un peu toutes les analyses que nous avons pu faire par rapport au corpus légal régissant les partis politiques et l'organisation des élections. Je vous remercie.